Nous sommes le lundi 8 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce matin. Ce qui va meubler la journée en termes d'actualité aujourd'hui, c'est sans doute et certainement le fait qu'il y a un an, jour pour jour, tombait en Syrie le régime de Bachar al-Assad. Chute spectaculaire de ce régime il y a un an. Et quel constat peut-on faire un an plus tard? Certainement qu'on pourra vous en reparler, nous, dans nos radiojournaux, en allant joindre notre correspondante Marie-Ève Bédard qui est sur place. Et il y a plusieurs articles aujourd'hui qui sont consacrés à la chute de ce régime. Qu'en est-il un an plus tard? Il y a toujours des craintes qu'il y ait un retour éventuellement d'un régime autoritaire. Tout ce qui avait été promis ne s'est pas évidemment concrétisé dans la dernière année. Plusieurs membres de la diaspora qui regardent ça avec un peu d'inquiétude, mais quand même un soulagement évidemment d'avoir vu ce régime tomber il y a un an. Ce qui retient aussi l'attention, ce sont ces propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous savez qu'il a défrayé les manchettes pour ses propos envers le milieu culturel la semaine dernière. Il était hier de passage à Tout le monde en parle, a admis qu'il a eu des mots durs, des mots de trop, s'en est excusé à ceux qu'il a pu blesser et effectivement a dit qu'il était peut-être allé un peu trop loin alors qu'il était triste, insulté de voir de la façon dont certains acteurs du milieu culturel avaient salué la nomination de Mark Miller à la tête du ministère canadien de la Culture, résumé d'ailleurs de son entrevue avec l'animateur Guy Lapage sur notre site Internet, mais aussi c'est dans les médias un peu partout ce matin. Sinon, c'est cette grève chez Air Transat qui va continuer d'occuper les devants de l'actualité alors qu'il y a eu ce préavis qui a été envoyé hier pour y avoir une grève dès mercredi. Et là, tranquillement, à partir d'aujourd'hui, il y a des vols qui seront annulés par le transporteur aérien. D'ailleurs, mon collègue Jean-Philippe Robillard sera avec nous tantôt pour faire le point là-dessus, nous faire entendre des voyageurs également qui s'inquiètent alors que plusieurs quittent en ce moment. Et plus on va approcher de la période des fêtes, plus il y a des voyages en nombre important et ça risque d'avoir des effets assez importants, cette grève-là, si jamais on se rend là, parce qu'il pourrait toujours y avoir une entente, même si le préavis a été officiellement déposé. En studio avec moi, Julie, Jasmine et Véronique sont là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Véronique, c'est froid ce matin. Oh, pas chaud du tout. Est-ce que c'est pas mal froid pour un 8 décembre? C'est surtout ça. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Mais j'entendais dans le est-ce qu'il y a des records possibles aujourd'hui? Oui, est-ce qu'il y a des records possibles? À Montréal, je serais surprise parce que la température la plus froide, moins 15, un 8 décembre en 1976. Bon, il fait moins 13, moins 14. On est tout près. Mais par contre, secteur de Tremblant, la région d'Ottawa, oui, c'est possible qu'on batte des records aujourd'hui. Sherbrooke, qui a fait moins 15 en 89, mais on anticipe un maximum de moins 14. Alors quand même, là, vous l'avez dit, pour si tôt dans l'année, c'est quand même très, très froid. On a l'impression qu'on est à la mi-janvier. Donc, très froid, oui, en début de semaine. On assouplit un peu la froidure demain, quoique ça restera sous la normale. La normale, ça devrait être autour de 0-1 pour cette période-ci de l'année. Le jour, on sera près de moins 7, moins 8 demain, moins 13, moins 14 aujourd'hui. Et un petit peu de douceur à venir mercredi, mais avec de la neige. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. On fait le tour des prévisions tout à l'heure. Julie, Jasmine, vous avez regardé pour nous en tout ou en partie. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes couché hier. J'espère pas trop tard pour vous quand même. Mais ceci dit, vous allez nous résumer ce gala Québec Cinéma, Cinéma Québec. Québec Cinéma, oui, c'est ça. Et oui, je me suis rendue jusqu'à la fin. Wow. 10h16, ça va. Non, j'aime ça. Moi, je veux savoir, je veux voir, je veux entendre. Je veux raconter le mieux possible. Et dans votre ouverture, vous avez parlé de l'affaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, du nouveau ministre, évidemment, de la Culture fédérale. Ce fut une occasion hier de passer des messages. Alors, j'ai envie de vous parler de ça et surtout du grand lauréat. C'est une langue universelle de Matthew Rankin qui a remporté hier 5 prix Iris. Puis aussi, il y avait Phil Roy qui était à sa deuxième animation qui m'a paru un peu plus en selle, un peu plus confortable. Alors, c'est un très bon gala, même si ça finit tard, mais ça, c'est la vie. Des galas qui finissent à 7 heures le soir, c'est plutôt rare. C'est pas des galas. On va y revenir à la fin de l'émission. Sinon, on va parler de sport maintenant. Neighbors remet en direction de Falk. Voilà Thompson. Encore Falk qui intercepte. Et devant le filet, Buchnevich, oublié à son tour. Et c'est 3-2.
Oui, alors, calendrier condensé en raison des Olympiques, ça fait qu'il y a beaucoup de hockey dans ce temps-ci. Il y avait un match hier pour le Canadien de Montréal, donc victoire au Centre Bell. D'abord, Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, une autre victoire donc pour le Canadien. Une défaite pour le Canadien. Une défaite, oui, après la victoire. Voilà. Excusez-moi, après la victoire contre Ottawa, là, c'était la défaite hier face aux Blues. Il y en a trop de matchs. Trop de matchs, on a de la difficulté à suivre les résultats. Non, samedi, ça a été un bon match contre les Maple Leafs de Toronto, un match qui a été remporté en tir de barrage. Et le Canadien se reproduisait hier au Centre Bell pour une deuxième fois en 24 heures contre les Blues, cette fois l'ancienne équipe, entre autres, de Zachary Bolduc. Et le Canadien s'est incliné 4-3 hier et surtout par 2 buts marqués en 39 secondes en début de deuxième période. Et c'est ce qui a paru couler le Canadien de Montréal, du moins au résultat. Et surtout l'incapacité par la suite, par le Canadien de Montréal, d'être capable de un peu retrouver son rythme, être capable d'aller trouver le fond du filet contre Jordan Binnington, qui a été plutôt bon, il faut le dire, hier. Donc voilà, c'est ce qui explique la victoire des Blues de Saint-Louis hier au Centre Bell. On peut écouter d'ailleurs Zachary Bolduc, qui aurait bien aimé probablement battre son ancien club, mais qui parle de ses 2 buts et surtout de l'impact que ça a eu sur la suite de la rencontre. Des erreurs, tout le monde en fait, je pense. Ça fait un peu partie c'est un jeu d'erreur le hockey, mais l'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Donc, c'est sûr que c'est dur un peu sur le momentum, puis l'énergie de la foule, puis l'énergie de l'équipe quand tu donnes 2 buts rapides en deuxième. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est pas vraiment une raison. Là. Je pense qu'on aurait pu trouver des façons de se ramener dans le match, que ce soit en donnant des mises en échec ou juste en mettant de l'échec avant sur le défenseur. Mais il va falloir être prêt, puis on va se reprendre mardi. Mardi contre le Lightning, demain au Centre Bell. Et c'est Jacob Debesch qui était devant le filet. Normalement, on est habitué à avoir 2 gardiens différents lorsqu'il y a 2 matchs en 2 soirs. Et là, Samuel Montembeault, malade, était donc incapable de pouvoir disputer le match. Donc, Debesch était de retour devant le filet. C'est Capo Kakkonen qui est venu en relève et qui était en relève si besoin il y avait. Mais Jacob Debesch... Besoin, il n'y a pas eu. Exactement, voilà. Mais victoire de la victoire, par exemple. Oui. Le nom était parfait. Féminin. Exact. Elles ont défendu les honneurs pour les Montréalais. Une victoire de 3-1 contre les Sept de Toronto. C'est une 2e victoire consécutive et c'était un retour sur la patinoire après une longue pause de près de 2 semaines pour la victoire de Montréal. Donc, c'est un peu comme un 2e début de saison pour elles. Elles ont utilisé cette pause comme un 2e camp d'entraînement pour être capable de travailler peut-être certaines choses et surtout travailler la chimie de l'équipe. Et c'est ce qui explique donc ce gain de 3-1. Donc, ça va très bien aussi pour la victoire en ce début de saison. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, ces prévisions de la météo, possible record, en tout cas, un matin froid. Un matin froid, une journée qui restera froide aussi parce que moins 12 à moins 15, ce sont les températures maximales sur le sud-centre du Québec aujourd'hui. On aura un peu de soleil avec ça, donc quand même plutôt beau temps. Des vents sud-ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Donc, c'est certain que ce matin, moins 13 au thermomètre à Montréal, refroidissement éolien, moins 24. Ça ressemble à ça un petit peu partout. Ça va s'ennuager demain assez rapidement, tôt le matin, donc assez nuageux demain. Les températures cette nuit demeureront autour de moins 13 à Montréal, descendront légèrement entre moins 18 et moins 22 pour les autres régions. Et demain, sous les nuages, moins 7 à moins 10. Donc, encore froid, mais moins qu'aujourd'hui. Et quand on parle de temps plus doux, mercredi, température de moins 1, moins 4 degrés, avec de la neige. Et cette neige va s'accumuler. Disons que ça va commencer tranquillement mardi soir, puis ça va traîner quand même jusqu'à jeudi, matin, midi. Une quinzaine de centimètres possible dans tout ça. Okay. Donc, ça reste quand même à surveiller pour le milieu de la semaine. D'ici là, moins 21 ce matin du côté de l'Abitibi. Ce sera variable aujourd'hui. Le maximum, c'est moins 16. Le mercure oscille entre moins 15 et moins 30 dans l'est du Québec. On a un moins 30 bien réel sur la Côte-Nord ce matin. Le soleil sera présent, ciel variable pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, secteur de la Gaspésie. C'est pas impossible qu'il y ait un flocon ou 2, mais encore là, on maintient les maximums entre moins 10 et moins 15 pour aujourd'hui. Maximum de moins 10 sur le nord, sur le centre de l'Ontario aussi, sous un ciel assez nuageux. Toronto-Windsor, moins 3, moins 5, assez variable, plus ensoleillé à Ottawa. On ne dépassera pas moins 10 aujourd'hui. La pluie se poursuit du côté de Vancouver. 13, c'est le maximum anticipé, mais la côte ouest, là, vraiment de la Colombie-Britannique, énormément de précipitations. On parle des secteurs de Tofino à Botsford, ça peut être du 100-200 mm. On a ce phénomène de rivière atmosphérique là, qui sévit. Beaucoup de neige aussi, secteur de Revelstoke, sur le sud-est de la Colombie-Britannique, 40-60 cm. Et région de Whistler, ça ressemble à du 70-100 mm. C'est bon pour les skieurs, ça? Oui, voilà. Alors, on y va avec ça. Pour ce qui est du reste des prairies, c'est assez nuageux dans l'ensemble, plus variable vers la Saskatchewan, un peu de neige sur le sud du Manitoba. Température plus froide au Manitoba, sinon un petit peu de douceur en début de semaine, Edmonton, Calgary. Ça réussira à redescendre plus tard cette semaine. Habillez-vous chaudement, habillez-vous chaudement. Oui, c'est le mot d'ordre. Bonne journée. Salut.
Cette grève chez Air Transat fait la une de plusieurs quotidiens. C'est le cas du Journal de Montréal qui nous raconte l'histoire d'une famille, justement, qui a des inquiétudes pour ce voyage prévu depuis longtemps. Il y en a pour qui ça va faire moins mal, mais il y en a qui ont prévu ça depuis longtemps et qui se disent si jamais il y a une grève qui est déclenchée à partir de mercredi, ça va rendre les choses pas mal plus compliquées. Peut-être qu'il pourrait y avoir une entente d'ici là. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous en parler. Sinon, en une du Journal de Montréal, il est également question du Parti libéral du Québec. 1 000 $ versés pour services rendus. Élection Québec s'intéresse à ces versements faits dans le cadre de la campagne de Pablo Rodriguez. Donc, Élection Québec qui cherche à comprendre pourquoi presque tous les employés liés au Parti libéral du Canada qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec ont reçu 1 000 $. C'est une analyse du rapport des dépenses de la campagne victorieuse de M. Rodriguez qui montre que 14 personnes ont touché effectivement un paiement forfaitaire de 1 000 $. 10 personnes, donc, de ces 14 sont liées ou sont issues du Parti libéral du Canada et ont contribué à hauteur de 500 $, donc le maximum prévu par la loi, à la campagne de M. Rodriguez. Alors, il y a différentes personnes qui sont allées de ce versement et qui ont reçu 1 000 $ par la suite. Notamment, c'est le cas de Geneviève Hintz, l'ancienne chef de cabinet qui avait été congédiée par Marois Risky. La loi électorale permet de rémunérer des personnes qui sont impliquées lors d'une course à la chefferie pourvu qu'elles ne soient pas payées par une autre organisation pendant les heures durant lesquelles elles travaillent sur la campagne. Donc, d'où ça vient? Pourquoi ce 1 000 $? En tout cas, ça semble, selon le journal intéressé Élection Québec, c'est à lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. En une du Devoir, pas de répit pour la disparition des milieux humides. Québec a accordé des milliers d'autorisations à détruire malgré sa prétention à aucune perte nette près de 10 ans après l'adoption, nous dit le Devoir, de la loi censée freiner la disparition des milieux humides au Québec. L'échec semble bien évident. Donc, les données du ministère de l'Environnement démontrent que le gouvernement a accordé des milliers d'autorisations qui ont permis de détruire des écosystèmes essentiels, tout en accumulant plus de 270 millions de dollars en dédommagement. Mais les compensations sont, pour ainsi dire, inexistantes, nous dit le Devoir, qui parle également lors d'une entrevue avec la ministre Christine Fréchette. Québec qui veut avoir sa juste part des contrats de défense. On sait qu'Ottawa va investir beaucoup en défense. Et le Québec veut obtenir sa juste part des contrats. En une du Globe and Mail, on nous parle de ce nombre croissant de Canadiens qui sont détenus par ICE, cette police de l'immigration aux États-Unis, et qui n'ont aucun casier judiciaire. On estime en fait, selon les données du Globe and Mail, que 207 Canadiens ont été placés en détention par ICE à un moment ou à un autre depuis janvier, depuis que le président Trump donc est en fonction. Le nombre total de Canadiens détenus était de 130. Au total, il y en aurait eu donc 207 et puis il y a de plus en plus de ces Canadiens qui le sont uniquement pour des infractions liées à l'immigration, donc sans casier judiciaire, alors qu'au cours de la première moitié de 2025, c'était 70 % des Canadiens placés en détention qui avaient des condamnations criminelles ou encore des accusations en cours. C'est à lire, entre autres, dans le Globe and Mail. Dans la presse de ce matin, le quotidien nous parle de Transplant Québec. Vous savez que le gouvernement du Québec veut fusionner Transplant Québec, mais il y a avec Emma Québec, une fusion entre Transplant Québec et Emma Québec, mais il y a des familles, entre autres, qui s'inquiètent. Plusieurs personnes s'inquiètent, mais ce que la presse nous présente ce matin, c'est une famille du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui implore, en fait, la ministre France-Hélène Duranceau de reculer sur la dissolution de Transplant Québec. Une famille, donc, qui à la suite du décès d'un membre de cette famille, ses organes, donc, ont été donnés pour sauver d'autres vies, sauver 6 vies, en fait, apprend-on dans la presse. Ils expliquent tout le processus et s'inquiètent de voir Transplant Québec disparaître. Vous pourrez lire ça en une de la presse de ce matin, qui nous parle également de programmes de réinsertion en Québec qui ont été éliminés pour économiser 1,5 million de dollars. Québec arrête de financer les programmes spéciaux de réinsertion en prison qui vont dépendre à 100 % des revenus que génèrent les travaux des détenus. Une décision qui augmente les risques de récidive et d'instabilité selon plusieurs intervenants du milieu. Puis je termine très rapidement avec le site de Radio-Canada. C'est David Gentile et Daniel Boily qui nous apprend que l'Ontario perd plus de médecins que le Québec. Des données donc font état d'une perte nette en moyenne de médecins par année en Ontario entre 79 plutôt et 155.
Oui, les 750 pilotes d'Air Transat qui ont déposé ce préavis de grève. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc oui, à compter d'aujourd'hui, les voyageurs devraient commencer à subir les contre-coups de cet éventuel débrayage. Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, même s'il n'est pas certain qu'il va y avoir un débrayage, une grève, il y a toujours des négociations qui sont en cours. Air Transat va commencer, Mathieu, progressivement à annuler des vols et à rapatrier des passagers qui sont à l'étranger jusqu'à l'arrêt complet de ces activités. Ça serait demain. Et l'objectif, dans le fond, c'est de ramener tout le monde au pays avant qu'il y ait une éventuelle grève. Cette menace de grève que laissent planer les pilotes d'Air Transat, ça suscite de l'inquiétude chez certains voyageurs, alors qu'on est à l'approche de Noël, le temps des fêtes, il y a des familles qui prévoient voyager, alors que pour d'autres voyageurs que mes collègues ont rencontrés hier à l'aéroport de Montréal, ça ne semble guère les inquiéter. Oui, sûrement que ça va nous toucher, là. Sûrement le retour, là. Peut-être pour le retour, on revient le 25. De toute façon, on reçoit des notifications. De toute façon, ils nous tiennent au courant. Mais je crois pas qu'ils vont aller en grève. Ça me surprendrait. Si jamais il n'y en a pas, on va rester plus longtemps. On sait très bien que Transat, ils vont nous prendre en main. Si ça affecte, on va rester un petit peu plus longtemps. Ça va prolonger nos vacances. C'est ça qu'on s'est dit. On semble comprendre, évidemment, que ce sont des retraités qui peuvent se permettre de rester à l'étranger, ce qui n'est pas nécessairement le cas, par exemple, d'une famille qui va partir ou qui doit revenir au pays. En cas d'annulation, Air Transat propose des mesures pour dépanner les voyageurs d'ici le 12 décembre. OK, on parle de quelles mesures? Si votre vol de départ est annulé, Air Transat promet de vous rembourser. Si c'est votre vol de retour, Mathieu, qui est annulé, la compagnie vous promet un nouveau billet dans les 48 heures, c'est possible. Si un passager trouve un siège avec un autre transporteur aérien pour un vol de retour annulé, Air Transat s'engage à rembourser la différence de prix. Et si jamais un voyageur décide carrément d'annuler de façon préventive, parce qu'il est inquiet, la compagnie va lui donner un crédit qui sera valide pour 12 mois. Et ces mesures-là sont des mesures qui sont en place jusqu'au 12 décembre, parce qu'après, ce sont les conditions habituelles qui vont s'appliquer. Je vous invite à écouter Jacob Charbonneau, le PDG de Vol en retard. C'est déjà ce qui est prévu en tant que norme minimale au niveau de la réglementation aérienne. Donc, dans tous les cas, les passagers, effectivement, ont le droit à ça. Donc, je le disais, on est en préavis de grève. Oui. Il y a encore des négociations qui se déroulent. Comment ça se passe? Les négociations, donc c'est ça, se poursuivent toujours. Mais on sait qu'il y a plusieurs points en litige. Les pilotes d'Air Transat, Mathieu, veulent des conditions de travail qui sont comparables à celles de leurs collègues dans l'industrie, parce que ça fait une dizaine d'années, la dernière fois qu'ils ont signé une convention collective. Les pilotes, donc, ils réclament quoi? Ils réclament notamment de meilleures conditions de travail, une bonification des avantages sociaux, de leur régime de retraite, mais également des augmentations salariales. Air Transat, hier, qui a fait savoir, qui a déploré le moment choisi par le syndicat pour débrayer, alors qu'on est à l'approche des fêtes. L'entreprise qui affirme qu'elle a déposé des offres salariales de 59 % sur 5 ans. On écoute Dave Bourdage d'Air Transat. On proposait des augmentations salariales de 59 % sur 5 ans. C'est des offres qu'on considère qui sont très généreuses. La convention collective, elle est échue depuis le mois d'avril et c'est depuis le début de l'année que les parties négocient. Puis il y a également Pierre-Carl Pellado, l'homme d'affaires, le grand patron de Québécois, qui a proposé de jouer un rôle de médiateur parce qu'on sait qu'il y a des parts, il y a presque 10 % via la financière Outremont dans le transporteur aérien. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Et l'IRIS s'est remis à une langue universelle, Métafilm, Sylvain Corbeil. Une langue universelle, donc grand film, grand gagnant de ce 27e Gala Québec Cinéma, Julie Jasmine. 5 gros prix majeurs pour cette comédie dramatique qui se déroule à Winnipeg, mais dans un Winnipeg un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'on y parle le persan et le français. Alors, donc, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, film de Matthew Rankin, qui est un réalisateur montréalais, mais qui est né à Winnipeg. Pour moi, en tant que personne qui vient d'ailleurs, le cinéma québécois a toujours été une des plus belles expressions de notre vie ensemble et je suis très fier de faire partie de cette expression à ma façon, avec vous. Alors, merci beaucoup.
Alors, ces acteurs aussi ont été salués. Je pense à Mani Soliman-Lou pour son rôle de soutien dans ce film-là. Aussi Daniel Fichot, rôle de soutien féminin, qui joue un homme dans ce film-là, mais aussi c'est son premier prix d'interprétation en 50 ans de carrière, ce qui est quand même pas banal. Donc, à ces 5 récompenses qui ont été remportées hier, on en ajoute 3 parce qu'il y avait eu le gala artisan qui avait eu lieu un petit peu plus tôt, donc cette semaine. Finalement, c'est 8 grands prix au total là, sur une possibilité de 17. Et ce fut la soirée des premières fois. Premier prix pour son premier rôle de féminin à Karine Gontier-Heidemann. Là, c'est pour 2 femmes en or. Elle qui récoltait sa toute première nomination. Mais il faut dire non seulement un prix, mais un bébé. Elle n'était pas là. Elle avait accouché quelques heures auparavant. On la voit dans Antigagne avec un beau gros bedon. Oui. Ben là, ça y est, c'est fait. Donc, félicitations. Et premier rôle masculin à Patrick Yvon pour Amour Apocalypse. Mais la révélation de l'année, Mathieu, c'est la jeune Marguerite Laurence. La jeune Simone dans Mamzelle Bottine, à 12 ans hier. Elle est devenue la plus jeune lauréate de toute l'histoire. Elle était émue, fébrile et brillante. Marguerite Merci Laurence. aussi au public qui est allé voir le film. Merci. André Marçois disait que les jeunes ils ont des choses importantes à dire et à apprendre aux adultes. Donc, je suis jeune, donc je me permets de vous dire ce soir qu'il faut continuer à faire des films avec des jeunes, pour les jeunes, puis amener les jeunes voir ces films-là, nos films québécois. C'est un beau message important, effectivement, Marguerite Laurence. Une soirée marquée aussi par des hommages. Oui, absolument. Un clin d'œil à Julien Poulin qui nous a quittés en janvier et bien sûr un hommage fort attendu à Léa Pau, la cinéaste, en chant, en mots par ses acteurs qui ont porté notamment ses films. Et au bout de son discours, elle exprimait un souhait, c'est-à-dire que nos films québécois soient facilement accessibles. Alors, c'était un beau moment de la soirée. Et le prix Michel Côté, ça, on appelait ça anciennement le prix du public. C'est parmi les films les plus populaires au guichet votés par le public par la suite. A été attribué au Cyclone de Noël. Et Louis Morissette, qui est grand patron de KOTV, qui produit le film, avait un petit mot à Mark Miller, le nouveau ministre de la Culture au fédéral. Et je vous comprends, Monsieur Miller, d'être tanné de ce débat sur la langue française. Nous-mêmes, on est vraiment tannés de se débattre, faire passer notre point. Mais je me dis que si vous êtes vraiment tannés, comme nous, on est tannés, vous allez peut-être légiférer sur les plateformes internationales, qui laissent tellement peu de place au contenu québécois. Message de Louis Morissette. Puis on termine l'émission justement avec votre chanson de Noël du jour en lien avec le film coup de cœur du public, Le Cyclone de Noël. Ben oui, absolument, parce que dans ce film-là, il y a une distribution que vous connaissez, mais aussi une apparition de Michel Richard. Et tiens, qui chante cette chanson? Michel Richard. Bon, dansez autour du verre sapin. Merci Julie Jasmine. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Lancez partout des serpentins en reprenant leur refrain.